Bonsoir, bon dimanche, fête du travail. Bonne fête à tous les travailleurs du Cameroun et à travers le monde. Une célébration qui n'est pas au Cameroun comme ailleurs, évidemment. Le gouvernement a choisi de ne pas, en raison de la pandémie, disent-ils, de la Covid, de ne pas faire le traditionnel défilé. Cela dit, ce dimanche, nous allons revenir sur les grands traits de l'actualité de la semaine. La vie chère, encore. Les Camerounais s'en plaignent davantage, l'inflation est observée sur les prix dans les différents marchés, mais aussi des questions sanitaires avec le choléra et bien d'autres, la grève des enseignants. Voilà en grande ligne les traits qui vont évidemment être analysés et commentés dans cette émission par l'invité du dimanche. L'invité est un expert, un spécialiste de la haute finance internationale. Après ses études au Cameroun, où évidemment il a fait son parcours primaire et secondaire, il a, je l'ai dit, tutoyé le haut milieu de la finance parce que c'est un diplômé de l'École nationale des ponts et chaussées de Paris. Il a eu un MBA dans cette institution. Il est aussi titulaire d'une maîtrise en économie et d'un DES en banque et finance internationale de l'Université de Bordeaux, puis d'un DES en système d'information de gestion à l'Université Dauphine. Ce n'est pas peu de Sciences Po, voilà. Non. Dans tous les cas, il le dira mieux que moi. Il est aussi diplômé de l'Institut d'études politiques de Bordeaux. Voilà, donc vous avez certainement deviné, c'est Eugène Nyambal. Il a fait sa carrière à la Banque mondiale, au Fonds monétaire international et la Société de finances internationale, SFI. Bonsoir Eugène. Bonsoir. Merci d'être là ce dimanche. 1er mai, un dimanche assez particulier pour les travailleurs. Ça vous inspire peut-être un commentaire ce dimanche d'abord, cette célébration? Juste pour souhaiter une bonne fête à tous mes compatriotes. D'accord. À l'occasion de cette fête du travail. D'accord. Et je crois qu'il coïncide également avec la fin du Ramadan. Absolument. Oui, oui. Alors, je veux dire, la question que l'opinion se pose, c'est de se dire comment partir de Douala Dakwa, de Liberman, et se retrouver au sommet de Sciences Po en France, et après, plus tard, à New York, dans tous les salons de la grande finance internationale, où on réfléchit des enjeux du monde. Merci beaucoup de me passer la parole. Je dirais simplement que je suis un pur produit du Cameroun et de l'Afrique. Alors, j'ai commencé mes études ici, où je suis le produit de l'école publique et du collège Liberman. Donc, j'ai fait l'école primaire de la Cité SIC. Ensuite, j'ai été au lycée Jos et à Liberman. Et je me souviens à cette époque que nous étions dans un environnement où, je me souviens encore, qui était rythmé par la distribution des prix à la maison du parti, pour tous les jeunes. Donc il y avait un climat d'émulation. Et donc j'ai eu mon bac ici, à Liberman. Et j'ai beaucoup été influencé également par tous les pères jésuites qui nous encadraient. Donc suite à cela, je suis allé à Paris. Et j'arrive à Paris, je commence une maîtrise à Bordeaux. D'accord. Et à Bordeaux, j'ai fait également l'Institut d'études politiques, la section économique et financière. Après cela, j'ai fait un DESS en banque et finance. Et ensuite, à Paris, à l'université Paris-Dauphine, qui est l'une des meilleures universités en gestion en France. Donc j'ai fait un DESS en organisation des entreprises. Et suite à cela, j'ai fait le MBA de l'École nationale des ponts et chaussées. Okay. Alors, pendant tout ce temps, j'avais une particularité, c'est qu'en plus du travail, j'écrivais beaucoup. Okay. Alors, j'ai commencé à écrire des articles comme ça que j'ai envoyés au journal Le Monde. Et puis, en 1994, juste après la dévaluation, j'écris mon premier livre qui s'appelle Afrique, quel changement après la faillite, qui abordait les problèmes d'évaluation du franc CFA. Et c'est dans tout cet environnement que je rencontre le monde anglo-saxon. Je vais à Londres, je me rends compte qu'il fonctionne différemment du monde français.
Et donc, lorsque je retourne à Paris, je présente mon livre à la Banque mondiale. Je rencontre un monsieur écossais qui travaille à la Banque mondiale, qui me demande, mais Eugène, est-ce que vous avez déjà pensé à travailler pour la Banque mondiale un jour? Je dis non. Et puis, de fil à aiguille, je prends la décision d'aller, je l'appelle, je lui dis je suis prêt. Alors il me demande de venir. Alors c'était le plus grand défi de ma vie parce que il me dit... On demande de venir à New York. À Washington. À Washington. À Washington. Il s'appelait Monsieur Peter Watson. D'accord. Peter Watson. C'est lui qui a lancé tous les AGETIP en Afrique, les programmes de construction des infrastructures. Donc j'arrive, il me met dans une équipe où il me dit, Eugène, si vous êtes accepté, vous restez à la Banque mondiale, sinon vous retournez à Paris. Une forme de chantage, quoi, je veux dire. Ou c'est ça ou c'est rien. Oui. Donc c'est dans ce climat que je me retrouve. Et puis, à l'issue de tout cela, il a eu un feedback très, très positif de la part de toute l'équipe. Et c'est comme ça qu'il a pris la responsabilité d'enlever des projets à des collègues français pour me confier un poste de chef de mission. Okay. J'étais le plus jeune dans mon équipe. Vous aviez la trentaine à l'époque. Oui. Donc c'est comme ça que je commence à la Banque mondiale. Et j'avais un profil un peu atypique parce que j'avais fait du conseil avant en France. J'ai travaillé en France avant d'aller aux États-Unis, où je faisais du conseil en organisation. Donc j'arrive à la Banque mondiale, c'était à l'époque où on disait que les privatisations peuvent tout résoudre. Qu'il suffit de fixer les prix, de privatiser. Et c'est là que vous avez vu toute l'expérience en Europe de l'Est, en Afrique, un peu partout. Donc, et l'autre dada à l'époque, on disait que la microfinance pouvait résoudre les problèmes de l'Afrique. Alors moi j'arrive dans tout ça avec une perspective du privé. Je dis, je pense qu'un pays, on doit le gérer de manière aussi stratégique qu'une entreprise. Absolument. Et la deuxième chose que je dis, c'est que je ne crois pas, que je ne pense pas que la microfinance et tout ça soient les solutions pour l'Afrique. Et je dis que mon modèle, c'est le modèle de l'Asie du Sud-Est, c'est-à-dire le Japon, la Malaisie, Singapour et tout ça. Donc c'est comme ça que dans les pays qu'on me donne, j'avais le Rwanda à l'époque, j'avais le Sénégal. Je commence à lancer des idées, des projets pour dire qu'on pouvait faire des politiques d'industrialisation. Okay. Au lieu de s'arrêter juste à faire des privatisations. Donc j'avais des points de vue qui divergeaient complètement de... La stratégie jusque-là implémentée. Oui, du reste de mes collègues. Donc ça n'a pas été facile. Et donc je l'ai expérimenté au Rwanda et puis au Sénégal. Et je me souviens, à l'époque, au Rwanda, on a commencé par faire un séminaire gouvernemental lorsque le président Kagame venait d'arriver au pouvoir, où on leur a dit, aujourd'hui, le Rwanda dépend à peu près à 85% du thé, de l'exportation du thé, pour les ressources budgétaires et les exportations. Si on enlève ces ressources aujourd'hui, comment allez-vous créer des emplois pour des jeunes? Comment allez-vous diversifier l'économie? Donc, c'est comme ça que... Et puis, on vient avec des modèles des pays d'Asie du Sud-Est. On montre que, par exemple, un pays comme Singapour est un entrepôt. Or, Singapour est un pays très avancé aujourd'hui. Qu'un pays comme la Malaisie a le même type de climat que le Cameroun ou la Malaisie ou la Côte d'Ivoire, mais que c'est un pays qui a avancé aujourd'hui, qui a diversifié son économie. Donc, c'est un peu les idées que je lançais. Et également sur tout ce qui concerne tout ce qui est programme de mise à niveau des entreprises aujourd'hui. On a fait la meilleure expérience au Sénégal. Donc, c'est comme ça que je lance tous ces projets. Et puis, je passe de la Banque mondiale, je vais au FMI. Juste en face. Juste en face. Je vais au FMI. Et là-bas, c'est un autre monde.
Alors, l'expérience que j'aimais à la Banque mondiale, c'est que quand je faisais des projets, je voyais l'impact immédiat sur des chefs des chefs d'entreprise. Il y a des gens qui m'appelaient au Sénégal, au Rwanda, un peu partout pour me dire « Vous avez aidé à changer la vie de notre entreprise ». Et maintenant, j'arrive au FMI où je suis au conseil d'administration. Il y a beaucoup de pouvoir et beaucoup de paperasserie. Donc, j'arrive au FMI avec, à l'époque, l'administrateur, c'était M. Barrault-Chambrier. Okay. M. Barrault-Chambrier. Donc, j'arrive là-bas et puis je commence à travailler sur les... Donc, on représentait tous les pays africains au FMI, y compris le Cameroun. Donc, c'est la première fois que je travaille officiellement avec... C'est un projet sur le Cameroun. Directement sur le Cameroun. D'accord. Mais sinon, lorsque j'étais à la Banque mondiale, que je m'occupais du Sénégal et du Rwanda, je revoyais de temps en temps les documents de mes collègues qui travaillaient sur le Cameroun, notamment sur les privatisations ici. Oui, oui. Donc, mais là, j'étais en relation directe avec les autorités pour préparer, travailler, leur donner des conseils sur les négociations et la mise en œuvre des programmes avec le FMI. Donc, sur ce fait, jusqu'à la fin 2003 à peu près, on a un changement d'administrateur et il y a la Guinée équatoriale qui a le poste de nouvel administrateur à travers M. Ondomenye. Donc, qui arrive et c'est comme ça que mon collègue Essimi Menye rejoint notre équipe. Ancien ministre camerounais des Finances. Oui, l'ancien ministre camerounais des Finances. Donc, il rejoint notre équipe comme conseiller. Et nous avons travaillé ensemble pendant un moment. Et puis, à un moment, M. Ondomenye a estimé que j'étais resté trop longtemps au Alors, vous l'accueillez, lui, Non, M. Ondomenye. Donc, moi, vous l'avez trouvé? Non, M. Ondomenye remplace M. Barrault-Chambrier. Votre ancien patron? Oui, oui, oui. Alors, donc la Guinée équatoriale, oui, oui. Voilà, la Guinée équatoriale entre dans le... Voilà. Absolument. Voilà. Donc, quand il entre dans le jeu, et c'est comme ça que M. Donc, j'étais conseiller principal jusque-là. Et c'est comme ça que M. Ondomenye recrute mon collègue Essimi comme conseiller. Et nous avons eu l'occasion de travailler ensemble dans la même équipe pendant un moment. Et puis, à un moment, on me fait savoir que je suis resté un peu longtemps au FMI. Donc, j'ai dû partir et donner mes dossiers sur le Cameroun à mon collègue, le ministre Essimi. Donc, c'est comme ça que moi, je repars à la SFI. D'accord. Société financière internationale. Voilà. Et à la Société financière internationale, j'y reste jusqu'à ce que mon collègue soit nommé ministre ici au Cameroun. Donc c'est là que je retourne au FMI. Voilà. Je veux dire, il y avait un trop plein de Camerounais ou alors qu'est-ce qui a justifié nécessairement que vous soyez décalé à la SFI pendant qu'il y était et puis que vous retourniez au FMI juste après son départ? Disons, il y avait un climat assez... pas agréable. Oui, entre vous, Camerounais? Non. Ah d'accord, dans l'ambiance de l'équipe? Non, on avait j'étais un peu l'un des doyens de l'équipe. Je revoyais le travail de l'équipe avec... j'avais des collègues comme mon ami ivoirien Noël Guetta. Okay. Mais à un moment donné, on s'est retrouvés être deux Camerounais et l'administrateur a décidé de choisir un seul. Okay. Et donc c'est comme ça que j'ai dû partir à la SFI. Et au grand étonnement du directeur général de l'époque, qui est M. Kohler, Horst Kohler, qui est devenu le président de l'Allemagne. Donc c'est comme ça que je vais à la SFI. Et puis de la SFI, je reviens au FMI. Mais durant tout ce parcours, ce que je peux résumer, c'était une bonne expérience de servir au FMI 2 fois. Et puis à la Banque mondiale aussi, c'était une bonne expérience où j'ai eu le prix d'excellence à la Banque mondiale. J'ai eu 13 000 cadres.
Et à la SFI aussi, j'ai eu le prix d'excellence. D'accord. Et donc c'est un peu comme ça que je retourne au FMI, jusqu'à ce que je sois amené à partir en 2009. Bon, c'est un peu ça. Vous êtes désormais expert et vous consultez dans les pays en Afrique et partout dans le monde, c'est bien cela. Tout à fait. Je suis consultant, je suis à mon compte et je donne des conseils à de nombreux pays. Et puis je travaille beaucoup avec la BAD. D'accord, la Banque africaine de Oui, développement. voilà, la BAD sur les grands projets, notamment sur la gestion des finances publiques, D'accord. sur des projets de diversification de l'économie et de développement du secteur privé. D'accord. Donc, lorsque la BAD doit faire des programmes, par exemple, en collaboration avec le FMI et la Banque mondiale, j'apporte mon appui aux équipes. D'accord. En tous les cas, nous allons profiter de votre expertise ce soir, hein, tout au moins sur les grandes questions de l'actualité. D'abord, cette crise ukrainienne et l'impact qu'elle peut ou qu'elle a sur nos économies, comment on peut en sortir. On va faire une lecture peut-être diagonale de l'économie camerounaise, puisqu'il s'agit bien d'elle, le rôle de la Chine, et puis la vie chère, qui sait peut-être, les questions sanitaires, les grèves, les mouvements des enseignants. On va essayer d'en parler pendant un peu plus d'une heure. Mais avant, peut-être pour finir, sortir définitivement de cette question de votre parcours au niveau de la FMI, de la Banque mondiale. Je veux dire, aujourd'hui, après les privatisations, après tous les grands projets, nous on a connu ici les grandes ambitions, les grandes réalisations et ainsi de suite. Je veux dire, vous qui êtes là-bas, vous dites, on a privatisé, on a encouragé les États souvent à prendre des prêts, contracter des prêts auprès des institutions internationales, des pays. 15, 30, 40 ans après, quel est le sentiment qui vous amène? Vous dites, vous êtes un peu satisfait de ce qui a été fait, au regard en même temps de la détérioration des conditions de vie des populations. Quel est le sentiment qui vous anime? Sur les privatisations d'abord? Commençons peut-être par là. Tout à fait. En fait, j'ai été au cœur des privatisations en Afrique dans les années 90. Ok. Et lorsque, notamment, j'ai suivi celle de mon pays, et lorsque je regarde les résultats aujourd'hui, sur toute l'Afrique, je me rends compte que les privatisations ont posé beaucoup de problèmes à nos pays et qu'on n'a pas atteint les résultats escomptés. Surtout, lorsque je compare les réalisations actuelles aux objectifs qu'on avait vendus aux Africains, je me rends compte qu'il y a une espèce de duperie. Je m'explique. Lorsqu'on arrive dans les années 90, on est dans une crise où l'État n'arrive plus à faire face à ses besoins. Et puis, on dit aux pays africains, dans tous les domaines, qu'il s'agisse de l'eau, l'électricité, les télécoms, les ports. Il faut se désengager. Oui, il faut se désengager. Alors, on va privatiser avec les objectifs suivants. Un, on amène un investisseur international, un partenaire stratégique. Donc, on prenait le soin de mettre partenaire stratégique ayant une expérience internationale. Donc, ça excluait déjà tous les investisseurs locaux. Et la deuxième chose, on disait que la privatisation permettrait de réduire les coûts, d'améliorer la qualité de service et d'apporter les investissements nécessaires pour le développement de ces secteurs. Et on disait à l'État qu'il devait se cantonner dorénavant, passer d'un rôle de gestionnaire de tous ces secteurs, eau, électricité et ports, de secteur de gestionnaire à celui d'un acteur passif, à la limite un observateur. Il fait la stratégie et puis met en place une agence de régulation pour contrôler que le nouvel investisseur international remplit bien son cahier des charges. Donc c'était un peu ça le mécanisme mis en place. Et lorsque je regarde ce schéma dans tous les secteurs dans notre pays, c'est un échec. C'est un échec total. Parce que d'une part, on s'est retrouvé avec des opérateurs dans beaucoup de domaines, qu'il s'agisse des ports, qu'il s'agisse de l'eau, de l'électricité, avec des acteurs qui étaient devenus quasiment plus forts que l'État. Et la deuxième chose, les organes de régulation qu'on avait mis en place n'arrivaient pas à jouer leur rôle. Et troisièmement, on avait interdit à l'État de faire des investissements dans tous ces domaines pendant près de 20 ans.
C'est-à-dire, et on s'est retrouvé dans des schémas de privatisation où on privatisait l'exploitation. Ok. Par exemple, on prend AESonnel, on prend la Société des eaux, on divisait en deux, on dit exploitation, on privatise. Mais tout ce qui est investissement dans les infrastructures, c'est l'État qui s'en occupe. Alors que l'État, lui, privatise parce qu'il n'a pas de moyens d'injecter les fonds. Oui. Et de l'autre côté, l'État est dans les programmes d'ajustement qui lui interdisent d'emprunter pour investir dans ces secteurs. Alors on se retrouve, quand on a des coupures d'eau et d'électricité aujourd'hui, c'est que la population a augmenté. Donc on est entré dans les programmes d'ajustement à peu près fin des années 80 jusqu'en 2006. Vous imaginez la population augmentée. Une explosion démographique. Oui, plus de 54-55%. Et de l'autre côté, tout ce qui est infrastructure, eau, électricité, télécom, port et tout ça, les infrastructures sont restées vétustes. Et puis l'idée prédominante à la Banque mondiale, jusqu'en 2005, c'était que le public ne doit pas investir, c'est le privé qui va amener tous les investissements dans ce secteur. 2005, on sort un rapport à la Banque mondiale pour dire on s'est trompé. Mais on s'est trompé, mais il y a des pays qui ont suivi ces conseils. En fait, pour une image, peut-être pour nos téléspectateurs, c'est dire qu'une ville comme Douala, si par exemple, en 90, avait 1,5 million d'habitants, pour peut-être 3, 4, 5 km de réseau de couverture d'eau. Aujourd'hui, en 2022 ou alors en 2006, puisque c'est une date de référence, on a peut-être 4 millions d'habitants avec le réseau qui n'a pas bougé d'un pouce. Et qui a surtout vieilli. Absolument. Qui a vieilli, qui n'a pas bougé, qui a vieilli, alors que la ville s'est étendue. Voilà. On est dans les agglomérations désormais. Voilà. Donc, il y a ce phénomène qui s'est passé. On se retrouve avec une explosion démographique d'une part et de l'autre côté, un outil de production vétuste dans tous les secteurs privatisés. Et lorsque je regarde, je pense que la Banque mondiale ou le FMI n'ont pas fait le service après-vente dans les privatisations. Je m'explique. Lorsqu'on met en place ce schéma où on dit le privé va développer le secteur, ce sont des multinationales, on dit à l'État qu'il fera la régulation pour contrôler et s'assurer que le consommateur final, il aura l'eau, l'électricité à moindre coût et de meilleure qualité. Mais quand ça ne marche pas, normalement, on doit aider l'État à revoir et organiser tout ce dispositif qui ne marche pas. Absolument. Bon, c'est ce que ni la Banque mondiale ni le FMI ont fait. Et je pense que c'est impératif aujourd'hui dans nos pays, parce qu'on se retrouve dans une situation où, dans ces différents secteurs, l'outil de production est vieillissant. L'autre aspect, c'est vrai qu'il faut critiquer l'action des bailleurs de fonds, mais de notre côté, nous, les pays africains, ou le Cameroun en particulier, il y a eu des manquements dans la gestion de ces secteurs, qu'il s'agisse de l'eau ou de l'électricité. Ou quand je parle de 2006, lorsqu'on a eu le point d'achèvement, qu'il y avait des ressources nouvelles, on devait inscrire ces secteurs dans les priorités à relancer. Compte tenu des retards qu'on avait pris pour le renouvellement des équipements. Et puis, la deuxième chose, on devait s'assurer que toutes les instances de régulation qu'on a mises dans le secteur pour contrôler le travail des multinationales, qu'elles jouent effectivement leur rôle. C'est un défi qui est toujours présent. Mais en un mot, je vois par exemple, vous savez, il y a eu, par exemple, vous avez vu la bataille sur le port du Cameroun. Absolument. Oui. Entre Bolloré et puis les autorités, où il a fallu prendre des actions fortes. Absolument. Pour aider le Cameroun à retrouver une certaine souveraineté, une autonomie dans la gestion du port. Mais à côté de ça, on aurait voulu avoir, par exemple, des agents, des autorités de régulation qui accompagnent cet effort. Au-delà des actions de régulation
dans tous ces différents domaines privatisés. Je pense qu'on doit s'assurer qu'on a une bonne feuille de route. On part d'un niveau où le secteur a pris beaucoup de retard. L'État doit prendre une feuille de route et s'assurer qu'on se donne les moyens d'y parvenir. Alors, pour sortir, vraiment en un mot comme en deux, aujourd'hui, qui paye la facture et que faut-il véritablement faire? D'abord, pour se rattraper, je veux dire que à l'époque, on disait qu'on était un pays en voie de développement, donc plus trop loin certainement du développement, mais je veux dire, quand on regarde 30 ans après ce qu'on a comme infrastructure, vous l'avez relevé également, on a le sentiment que le développement est un rêve. Donc aujourd'hui, qui paye la facture de ces dégâts-là et quelles sont les mesures à mettre en place pour qu'à court terme, à moyen terme, 10, 15, 20 ans, qu'on retrouve au moins notre niveau d'avant les années, ou du moins au lendemain des années 70. Au niveau des infrastructures? Infrastructures, développement, tout ce qui est vraiment agréable pour que le citoyen puisse vivre dans un pays épanoui. Là, c'est tout un programme. On n'a que 90 minutes. Oui, c'est tout un programme que vous me Mais vraiment, demandez, en 2-3 minutes, si on peut résumer. D'élaborer. Alors, quand vous dites qui paye la facture, par exemple, c'est sur... La défaillance des privatisations, le constat d'échec que vous venez de relever, s'agissant effectivement des politiques mises en place par les institutions internationales, Banque mondiale, FMI et le reste. D'accord. Je commencerai par... il y a plusieurs volets à votre question. Je commencerai par le volet infrastructure, notamment le manque, la pénurie d'eau, d'électricité ou des défaillances au niveau des routes et des télécoms. Qui paye le prix? C'est la population. C'est la population qui paye le prix à travers, des prix qui sont anormalement élevés. Parce que toutes ces inefficiences, tous ces déficits, ça se traduit par une fourniture, une fourniture d'eau et d'électricité réduite et le renchérissement des coûts. La deuxième catégorie d'agents qui en payent le prix, ce sont les entreprises. Vous savez, dans un pays, lorsque vous ne développez pas les infrastructures économiques, eau, électricité, télécom, zone industrielle, port et tout ça, c'est ça le soubassement de base de l'entreprise, de la création de richesse. Lorsque vous prenez des retards à ce niveau, vous pénalisez les entreprises en termes de création de richesse et d'emploi. Donc vous vous retrouvez avec des populations qui n'ont pas d'emploi, où vous ne créez pas de richesse. Lorsque je prends un exemple concret, le fait qu'on soit obligé d'utiliser des groupes électrogènes, qu'il y ait toutes ces pénuries, a un coût énorme sur les coûts de production. Et lorsqu'on voit un pays, on doit voir toute la chaîne qui permet à l'entreprise de produire, mais également toute la chaîne qui bénéficie de la production. Oui, non, toute la chaîne qui permet d'envoyer les marchandises à l'extérieur ou de les sortir, c'est-à-dire le port. C'est tout ça. Quand je regarde le Cameroun aujourd'hui de manière concrète, on a pris du retard en matière de création de richesse. Je prends des exemples concrets. Bien sûr, on ne peut pas comparer notre pays à des pays comme le Nigeria, qui est la première puissance mondiale, africaine. Mais vous imaginez, la production de richesse annuelle du Nigeria, elle est à peu près autour de 415 milliards de dollars. Vous prenez celle de la Côte d'Ivoire, elle est autour de 60 milliards de dollars. Celle du Cameroun, autour de 40. Et donc vous voyez un peu le retard que nous avons pris. Et si j'ai un message aujourd'hui, c'est que je pense qu'on doit refaire l'effort pour se concentrer à la création de richesses, à la relance de l'économie. D'accord. Et on a un potentiel énorme par rapport à cela. D'accord. Essayons d'aborder les questions plus factuelles, qui nous intéressent assez directement. La vie chère, on peut commencer peut-être par là. Vous le savez, sur les marchés, le panier de la ménagère prend un coup.
c'est sérieux en termes d'augmentation des prix des produits de grande consommation, le riz, le poisson et autres. Et c'est d'ailleurs ce que nos reporters ont constaté sur divers marchés ici à Douala. On va faire cette illustration en reportage et on vient sur le plateau analyser et commenter. L'hospitalité africaine recommande d'offrir une boisson ou un repas à tout visiteur. Les prix des denrées alimentaires sur le marché viennent de retirer cette recommandation. Le riz maintenant c'est devenu cher. C'est devenu le riz qu'on achetait à 12 000, maintenant c'est dans les 14 000. Donc franchement le riz, la boîte du riz maintenant c'est 150, 160. Et les arachides alors, les arachides qui coûtaient 150, aujourd'hui c'est 250 vraiment. Et l'huile rouge, c'est grave. L'huile rouge qui était à 600, aujourd'hui c'est 1200. Mois passé là, quand on a parlé pour que le ministre a dit qu'on n'a pas augmenté ses produits, on a baissé le prix. C'était déjà à 18 500 francs. Donc on croyait que ça devait continuer à descendre comme 17 de 15 000 comme avant. Mais après, ils nous ont toléré pour un mois. Les un mois là, ça fait encore une semaine que ça a grimpé. Nous sommes là encore là maintenant en train de remonter. 1100 francs le litre, le tanguy à 1650. D'autres vendent même à 1700 francs. Les montants alloués pour la cuisine ont augmenté, mais pas les quantités des aliments. Même à la maison, moi, avec 2500 francs, 3000 francs, je peux venir à manger chez moi. Et puis, quand ma femme allait faire le marché, elle pouvait faire bon marché. Aujourd'hui, je suis à plus de 3000, 4000. Et puis, de quoi, même le repas qu'on mange à la maison n'est plus consistant parce que tout a augmenté. De nombreuses raisons sont avancées par ces commerçants pour justifier la situation. Puis l'histoire de Corona là, les prix ont vraiment changé. Et encore la canne aussi, ça a apporté beaucoup de changements de prix dans. On dit comme ça, même les impôts ont un peu grimpé, donc c'est un peu dans ce sens-là que peut-être on essaie juste de jongler les deux bouts. Même la majorité des raisons, c'est que comme on importe, ceci vient de l'Ukraine, ceci vient de la Russie, les prix ont forcément, que ce soit les prix de la douane, que ce soit les prix d'achat, ce n'est pas facile d'avoir ces produits à l'international. Donc ils vous disent que ça a augmenté. Et si vous n'achetez pas, vous n'avez pas vendre. D'autre part, il faut s'en remettre au Tout-Puissant, car tout porte à croire que la fin des temps est proche. Ce que je peux comprendre, c'est qu'en fait, les choses ne pourront pas changer parce que ça, ce sont les signes précurseurs, en fait. C'est un signe qui annonce la venue du Seigneur. Donc, quand ça arrive maintenant, chacun devrait se poser la question concernant sa foi. À quel niveau je suis? Parce que s'il arrivait qu'il venait maintenant, est-ce qu'il me prendra? Si ces commerçants disent avoir désormais le regard tourné vers le gouvernement, ils donnent tout de même un conseil aux consommateurs. Faire la liste des courses, oui, mais n'arrêter aucun prix pour éviter toute surprise sur le terrain. Voilà donc un peu ce tableau qu'on a pu observer sur certains marchés ici dans la ville de Douala. C'est pareil d'ailleurs à travers le Cameroun, en termes de renchérissement des prix des produits, notamment de grande consommation. Et général, on va peut-être d'abord interroger les causes. Je veux dire, certains commerçants et même le gouvernement sur certains articles et même les analystes que vous êtes, d'aucuns parlent beaucoup de l'impact de la crise qu'on observe qui se vit en Europe de l'Est entre la Russie et l'Ukraine, même si, pour d'autres, avant cette crise, la vie avait déjà pris un coup en termes d'augmentation. Oui, effectivement, c'est une préoccupation majeure pour nos populations, dont le pouvoir d'achat baisse de manière continuelle. Et en face, il y a une flambée des prix qui devient insupportable. Alors, plusieurs causes à cela. La première question, est-ce que cette hausse des prix est liée essentiellement à la crise ukrainienne? Non. Il y a plusieurs causes à cela. Avant la crise ukrainienne, il y avait déjà toute la crise du Covid. Absolument. Qui avait renchéri, qui avait diminué le commerce international et renchéri les coûts d'acheminement des marchandises, le coût du fret. Donc, du fait de la fermeture des frontières et autres à l'époque. Oui. Donc comme il y avait moins de volume de trafic au niveau international, on a augmenté les prix du fret, du transport. Donc quand les produits arrivaient dans les pays, ils arrivaient à des prix, à des niveaux de coûts beaucoup plus élevés.
Ça, c'est l'une des raisons. La deuxième raison, quand on regarde la crise ukrainienne, les conséquences directes sur l'Afrique sont réduites. Ce sont plutôt les effets indirects qui nous posent beaucoup de problèmes. Effet direct réduit, pourquoi? Parce que l'Afrique, normalement, ne fait pas beaucoup de commerce avec la Russie et l'Ukraine. Ok. C'est très faible. Les exportations de la Russie vers l'Afrique, c'est autour de 12 milliards de dollars. Et Pour mieux comprendre, avec un pays comme la France, ça tourne autour de... c'est beaucoup plus. Avec un pays comme la Chine, c'est beaucoup plus. Mais avec la Chine, c'est plusieurs fois beaucoup plus important. C'est très réduit et ça se limite aux armes et puis au commerce de blé avec la Russie et l'Ukraine. D'accord. Et donc, comme vous voyez, au niveau du blé, comme la Russie et l'Ukraine sont de très grands producteurs au niveau mondial, donc cela impacte le prix du pain, qui est l'importation du blé dans tous les pays africains et des autres continents. Maintenant, ça, il s'agit des effets directs. Maintenant, c'est plutôt les effets indirects. Le fait qu'on ait organisé le boycott, le fait que les prix de l'énergie aient augmenté et les coûts des transports, tout cela renchérit davantage tous les autres produits que nous importons. Ah, absolument. Tous les autres produits que nous importons. Mais avant cela, l'une des causes de la hausse des prix également, c'est qu'il y a un déficit au niveau de la production. C'est-à-dire que le Cameroun et beaucoup de pays africains, depuis très longtemps, ne produisent pas. Il y a une demande qui est forte, ils ne produisent pas assez. Il y a une demande qui est forte, mais il y a une production qui reste limitée, qu'il s'agisse du domaine alimentaire, de la construction, de tous les autres domaines. Donc, c'est qu'on a basé notre mode de fonctionnement sur les importations. Donc, dès que les prix à l'international augmentent, nous sommes impactés directement. Et donc, nous nous sommes inscrits dans une économie où les autres nous vendent tout ce que nous consommons et nous produisons et leur vendons ce qu'eux consomment pour le dessert. C'est-à-dire le café, le thé et tout ça. Donc, il faut inverser cette logique et retourner dans il faut profiter de cette crise pour retourner dans une logique où on encourage davantage la production locale. Et l'autre facteur qui joue également dans la hausse des prix, il y a les taxes. Et puis, il y a la structure. Il y a la structure des entreprises de distribution. Je m'explique. C'est-à-dire, quand on met des taxes, ça augmente le coût du produit. Mais également, lorsque la distribution est en situation de monopole, elle fait également des marges très élevées. Je prends des exemples simples. Lorsque je vois, par exemple, au niveau des produits j'avais oublié, il y a les subventions qui peuvent aider à corriger aussi quand les prix sont élevés. Et lorsque je prends des exemples simples, j'ai vu que sur certains produits de base, comme le riz, des produits de consommation courante, j'étais à Abidjan dernièrement, je me rends compte que les prix sont plus élevés ici. Ici au Cameroun? Oui. Par exemple, au niveau du sac de riz, des choses comme ça. Bon, la différence, c'est que là-bas, le gouvernement subventionne beaucoup plus. Et le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que compte tenu de la crise et au niveau des finances publiques, il n'y a pas assez de ressources. On a du mal à faire plus d'investissements oui. en termes de subventions dans ces secteurs-là. Oui. Maintenant, alors, ça, ce sont les causes. Maintenant, si on veut voir en termes de solutions, plusieurs mécanismes sont envisageables. Il y a des mécanismes à court terme où j'ai vu des pays où on a mis en place des structures de concertation entre le gouvernement et le secteur privé. Je pense que ça, c'est des solutions qu'on peut envisager même ici chez nous. On met en place une structure de concertation où on se met d'accord que pour maintenir la paix sociale, le gouvernement fixe
des objectifs de prix sur les produits de première nécessité. Bon, il peut s'arranger à faire un peu de subvention, mais on essaie de s'assurer qu'au niveau des marges, c'est là que je parlais des marges, qu'au niveau des marges, que les commerçants et les autres, qu'ils essayent d'aider dans cette phase difficile, et qu'il y ait à côté de ça des mécanismes de sanctions. C'est-à-dire que si vous ne jouez pas le jeu, on peut vous retirer la licence, le droit d'importer, on peut prendre des mesures drastiques. D'accord. Parce que c'est une période très difficile pour l'ensemble des populations. Donc le premier niveau, c'est la concertation avec dialogue et sanctions si nécessaire. Le deuxième niveau, c'est qu'il faut essayer de relancer la production. Il faut identifier. Vous voyez que maintenant que, par exemple, la Russie est sous sanction, elle a fait un modèle où elle se dit comment elle peut vivre sans trop de dépendance de l'extérieur. Absolument. Bon, je pense qu'à notre niveau aujourd'hui, du fait qu'au niveau des finances, au niveau des ressources, on n'a pas assez d'argent pour importer, nous devons favoriser davantage la production locale. Je prends des exemples simples. Au niveau du poisson, au niveau de la viande, au niveau du riz, je me rends compte qu'on importe des centaines de milliards par an. Et c'est à ce niveau qu'il faut une gestion stratégique dans ces différents domaines. Où, bon, je sais qu'à une époque, on encourageait beaucoup nos hommes d'affaires à importer des produits comme le poisson. Mais on peut envoyer un nouveau signal en termes de politique économique en disant qu'aujourd'hui, on veut développer cette industrie dans notre pays. On veut développer la pisciculture, la production locale de poissons et mettre en place tout l'environnement, toutes les incitations, tout l'écosystème pour permettre de produire davantage localement. L'avantage, c'est que ça nous fait économiser des devises qu'on envoie à l'extérieur et ça permet de créer des emplois ici. Il est anormal que vous ayez de grandes villes comme Douala, Yaoundé, Abidjan et les autres, où lorsque vous consommez du riz ici ou du poisson, vous créez des emplois en Thaïlande ou au Vietnam. Alors que vos propres jeunes sont au chômage, et que les terres sont inexploitées. Les terres sont inexploitées. Bon, ça, c'est le type de politique, de développement des chaînes de valeur. Bon, ça, qu'il faut implémenter. Oui, ça, c'est le type de politique que je conseille. Justement, je regardais tout à l'heure les statistiques selon l'Institut national des statistiques du Cameroun, parlant du riz. Alors, la production nationale est estimée à 217 280 000 tonnes. 217 280 tonnes. Et la demande nationale, c'est-à-dire la consommation finale des ménages et variation des stocks, à 757 000 tonnes. Donc, on a besoin de 757 000 tonnes et on ne produit que 200 000 tonnes. Un déficit, pratiquement un gap de 500 000 tonnes. Pour l'import, certainement. C'est une situation dramatique. Absolument. Dramatique. Et compte tenu des défis auxquels notre pays pas que notre pays, toute l'Afrique est confrontée aujourd'hui. Il faut inverser la tendance. Oui. En fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant près de ces dernières décennies, on nous a cantonnés, ou nous nous sommes cantonnés dans une économie qui n'est pas une économie de production. On s'est investi dans une économie où on reçoit l'argent de l'extérieur pour consommer, pour acheter les produits des autres. Je prends un exemple concret. Vous voyez les programmes on a utilisé la Banque mondiale et le FMI pour cela. C'est-à-dire que quand on a libéralisé, fait toutes les politiques d'ajustement, on a cassé les structures de production locale. Et à côté de ça, quand vous voyez souvent que le FMI apporte un appui à un pays, on dit un appui à la balance des paiements. C'est-à-dire que c'est un appui qu'on vous apporte, comme à la Banque centrale, pour vous permettre
de continuer à participer au commerce international. C'est que vous n'avez pas assez de ressources pour y participer. Donc, quand on apporte cette ressource comme cela, vous avez de l'argent. Pas compte de vos priorités. Non, ça vous donne de l'argent, vous ne produisez pas. Absolument. On met de l'argent à votre disposition, c'est un crédit. En fait, celui qui vous donne de l'argent Pour est acheter... en même temps producteur. Oui, oui, oui. Et avec cet argent, vous lui remettez dans la main gauche pour consommer ses produits. Voilà. Et vous met de l'argent. Et puis, vous achetez tous les produits de grande consommation. Et chez lui. Chez lui et à l'étranger. Et vous restez comme ça pendant... À la fin de la journée, vous êtes endetté. Pendant 10 ans, et pendant des décennies, où, en fait, on dit... Chez nous, on aime bien dire, mais on a un programme du FMI. Le FMI nous a félicités pour le bon travail que nous faisons. Non. L'objectif de ce programme, c'est de vous soutenir et vous aider à payer, je le répète tout le temps, à payer la dette extérieure. Donc, le FMI, c'est comme un huissier, mais ce ne sont pas des politiques pour vous aider à développer la production. Absolument. Et c'est à ce niveau qu'il faut que... On a eu cette marge de manœuvre depuis le point d'achèvement. C'est à ce niveau qu'aujourd'hui, il faut qu'on prenne conscience que... Mais en même temps, depuis le point d'achèvement, à peine on a eu cette marge de manœuvre, qu'on est retourné à l'endettement, qui aujourd'hui, c'est vrai, les économistes parlent d'un certain taux par rapport au PIB, mais je veux dire qu'on est quand même un peu effrayé. Oui. Là, bon, c'est un autre sujet. Voilà, oui, la qualité de l'endettement, c'est un autre sujet. Non, je pense qu'on en a parlé plusieurs fois, on peut en reparler. Donc, ce que je voulais dire sur le FMI, ouais. Oui. Sur son aide, oui. C'est-à-dire qu'au lieu de nous permettre de créer des infrastructures de production, nous sommes en pleine consommation à travers les financements qu'ils nous apportent. Tout à fait. Exact. Donc, oui. Donc mon message, c'était de dire qu'à ce niveau, il faut que nous ayons des politiques qui nous permettent de produire. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité où il y a un continent qui est en pleine croissance démographique, mais cette croissance démographique ne se traduit pas par plus de création de richesses et d'emplois pour ces populations. Lorsqu'on regarde le développement de l'Occident et des Asiatiques, lorsque les villes commençaient à grandir, c'est la consommation de ces villes qui permettait de créer des richesses. Lorsque les gens font des enfants, on doit s'occuper de leurs besoins, se nourrir, se vêtir, et ils consomment. Et lorsqu'ils consomment, on utilise cette consommation pour des industries qui vont fabriquer les produits et ça alimente la chaîne d'emploi. Okay. Mais ce qu'on a en Afrique aujourd'hui, c'est que vous êtes ici, avec des villes de 2, 3, 4, 5 millions d'habitants, vous consommez des produits de Carrefour ici, mais vous créez des emplois en Italie, en France, sans impact réel sur la création d'emplois chez vous. Oui. Je voudrais qu'on observe un peu l'une des mesures prises par le gouvernement, notamment pour essayer de contenir les prix sur les marchés, parce que l'exportation des produits également est indexée. Le ministre du Commerce a interpellé le gouverneur de la région de l'Est afin de stopper justement la sortie des produits d'une certaine catégorie, notamment les produits de grande consommation, vers les pays extérieurs. Suivez ce reportage. Dans une correspondance adressée à Grégoire Mvogo, gouverneur de la région de l'Est, région frontalière avec la République du Congo et la République centrafricaine, Luc Magloire Mbarga-Tangana, ministre du Commerce, a demandé de prendre des mesures immédiates de contrôle visant la suspension de sortie vers l'étranger du ciment, des huiles raffinées, de la farine, du blé ou encore du riz. Le Cameroun a déjà été confronté à des pénuries de produits de grande consommation depuis la survenue de la pandémie de la Covid-19 en mars 2020. Le pays a vu le phénomène s'aggraver dans le contexte de la crise russo-ukrainienne actuelle, car 50% des importations camerounaises de blé dépendaient de la Russie et de l'Ukraine, selon les chiffres du gouvernement. Cette mesure survient, il faut le préciser encore, alors que plusieurs autres produits ont été interdits d'exportation vers l'Union européenne la semaine dernière. Il s'agit des mangues, papayes, goyaves, poivrons, aubergines et tomates. Le Cameroun fait partie d'une liste de pays interdits d'exporter certains produits agricoles vers l'Union européenne selon une note de la Commission européenne en charge de la législation phytosanitaire.
Dans une lettre datée du 18 avril 2022 adressée au chef des postes de police phytosanitaire des ports de Douala et Crébi, de l'aéroport international de Yaoundé et des colis postaux, il est reproché à ces fruits d'avoir été exposés à certaines espèces et certains genres de mouches. L'Union européenne indique que le seul moyen pour l'heure de remédier à la situation est d'appliquer une approche systémique ou un traitement post-récolte pour garantir que le produit exporté est exempt des organismes nuisibles. Eugène Yambal, que peut être l'impact d'une telle mesure sur la situation actuelle? Déjà, il y a deux choses à retenir. Bon, je vois que les autorités essayent de prendre des mesures de rationnement pour qu'on n'exporte pas vers la sous-région alors que le marché domestique n'est pas satisfait. Ça peut être une mesure provisoire, mais elle ne saurait résoudre les problèmes. Elle ne saurait résoudre les problèmes et elle va donner lieu à du commerce illicite avec les pays voisins. Parce que lorsque vous interdisez, les prix augmentent et les gens vont essayer de vendre là-bas. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que de manière durable, pour réduire les coûts, la hausse des prix, les choses suivantes. 1. Dialogue, contrôle et sanctions sur les produits de base qui affectent le plus le panier de la ménagère au quotidien, riz, pain et tous les autres, avec, si possible, un peu de subvention. Le deuxième niveau, en plus du rationnement qui est en train d'être fait, c'est d'augmenter la production dans ces différents domaines. Poisson, riz, viande, dans tous ces domaines, il faut qu'on remette à jour les politiques sectorielles, les politiques de développement de ces secteurs et qu'on les accompagne avec des incitations fiscales. On a aidé nos entrepreneurs à faire beaucoup d'importations de poissons. Toutes les incitations qu'on avait mises en œuvre à l'époque pour les aider à importer, on doit utiliser le même type de batterie pour leur dire « Ok, aujourd'hui, on change de cap. » On fait le chemin inverse. On fait le chemin inverse, mais on vous accompagne. Voici là où on veut aller. Ça va permettre de créer des emplois, d'économiser des devises dans notre pays. Voici où on veut aller. Mais il faut accompagner tout l'écosystème. C'est-à-dire, il y a des problèmes de cadre à mettre en place, de ressources humaines, de financement, et qu'on leur donne les moyens et un environnement pour leur permettre de produire. D'accord. L'autre point, ça ne suffit pas. Et il y a nos agences de régulation que l'on doit aussi mieux utiliser dans cette période difficile de hausse des prix. Quand vous voyez l'eau, l'électricité, les télécoms, et dans tous ces domaines, vous savez, ce sont des dépenses courantes pour les populations. On doit s'assurer que les agences de régulation veillent à ce qu'il y ait une meilleure... Le respect du cahier des charges déjà. Oui, respect du cahier des charges, et qu'on fixe un horizon pour faire baisser certains coûts. Ce que je dis, c'est possible. Ça, c'est des choses que je peux faire. C'est possible. Et donc, c'était ça en termes de mesures pour maîtriser la hausse des coûts. Il y avait un dernier élément qui m'a frappé dans le reportage de tout à l'heure. Il s'agit des mesures de l'Union européenne nous interdisant d'exporter pour des raisons phytosanitaires. Si vous vous en souvenez, il y avait un débat ici il y a quelques années sur les APE. Absolument. Sur les APE. Les accords de partenariat économique. Les accords de partenariat entre économique. l'Union européenne et notamment le Cameroun. Oui, j'étais l'un des économistes africains qui était parfaitement et catégoriquement contre la signature de cet accord inégal. Et ce que je vois aujourd'hui me donne raison, à deux niveaux. On a signé, quand vous voyez l'Union européenne, c'est un continent où il n'y a plus de croissance démographique, donc il n'y a plus de marché nouveau. L'avenir du monde en termes de marché, c'est en Asie et puis en Afrique. Alors qu'est-ce qu'ils nous proposent? Au lieu de faire un partenariat gagnant-gagnant,
ils nous proposent d'enlever tous les droits de douane, les taxes sur les produits en provenance de l'Union européenne. Comme s'ils étaient produits ici à Douala, à Limbé ou à Abidjan. Donc, on a perdu en termes de recettes douanières. En termes de recettes douanières. Et ça fait que l'État a du mal à faire face à ses besoins. Et de l'autre côté, il doit aller s'endetter auprès du FMI, de la Banque mondiale et des autres. Donc, une fois qu'on a renoncé à ces ressources, on subventionne l'Union européenne par rapport aux autres exportateurs, à la Chine et aux États-Unis, parce qu'on lui enlève le paiement des droits de douane. Donc c'est comme si les Français, les Italiens et les autres s'installaient pour produire ici. Donc, on les amène, on fait de nos marchés des marchés captifs pour les industries de l'Union européenne. C'est comme ça que vous voyez toutes ces compagnies. Vous avez Carrefour qui était... On va peut-être pas citer pour des raisons... Non, tout à fait, pardon. D'accord. Oui, c'est comme ça que vous voyez certaines entreprises qui sont venues s'installer et qui font que, aujourd'hui, quand nous consommons, nous envoyons notre pouvoir d'achat à l'étranger. Et je pensais qu'en contrepartie, ils allaient nous laisser exporter quelques produits. Mais mon expérience depuis les années 90, c'est que sur les exportations vers l'Union européenne, j'ai vu des secteurs qui ont été complètement brisés, tels que l'exportation d'ananas et les autres, parce qu'on utilisait toujours des mesures de protection non tarifaires, telles que les normes phytosanitaires pour baisser... Enfin, toujours un bon prétexte pour que nous ne puissions pas vendre nos produits sur la place. Oui, tout à fait. Ceci étant, il faut regarder vers l'avant. Je pense que les accords des APE sont déjà signés. On doit maintenant nous orienter vers un partenariat gagnant avec l'Union européenne. C'est-à-dire qu'on passe à un deuxième niveau de dialogue où on leur dit que sur un certain nombre de produits, nous souhaitons faire des efforts, aménager des politiques et un environnement pour qu'une partie soit produite localement. Ici, localement. D'accord. Je voudrais qu'on prenne ce troisième reportage qui en réalité va nous parler des agriculteurs. Ces messieurs ont fait un salon à eux consacré pour vendre leurs produits ou vanter leurs produits, présenter leurs produits à l'opinion, mais davantage relever les problèmes pour qu'ils sait peut-être en trouver des solutions. Le salon a eu lieu au Palais des Congrès à Yaoundé. Suivez plutôt. Au Palais des Congrès, des milliers de volailles sorties des fermes à travers les 10 régions font la part belle. Seulement, pour parvenir à cette qualité, prête à l'exportation, les agriculteurs locaux voient des souris vertes. Nous avons discuté dans notre secteur au niveau des coupures d'électricité, les coupures d'eau, puisque je prends un exemple, nous mettons les œufs à machine et il y a les coupures d'électricité. D'office, nous aurons des pertes énormes en poussin d'un jour. Énormes. Et aussi, nous avons des difficultés majeures au niveau de l'administration fiscale pour le dédouanement de nos matériaux d'élevage. Les limites financières, n'est-ce pas, l'approvisionnement en intrants. Et c'est une conséquence telle que nous n'arrivons pas toujours à remplir notre part de contrat auprès, n'est-ce pas, de nos partenaires. L'autre conséquence est la rareté du poulet sur le marché, ce qui entraîne indubitablement l'augmentation du coût de l'unité. Les producteurs appellent le gouvernement et les partenaires au secours. On voudrait avoir des moyens supplémentaires pour pouvoir augmenter la capacité de production afin de satisfaire presque tout le monde qui en a besoin. Nous suggérons d'abord l'accompagnement des petits projets de financement à nos jeunes sortant nouvellement de l'école et, si possible, les financer. Certains partenariats ont démarré au cours de ce salon de l'agriculture, signe d'une amélioration prochaine, production, qualité, prix, s'il y a un bon suivi. Le gouvernement promet de jouer sa partition. Le secteur avicole est l'un des secteurs industrialisés, comme vous le savez. La chaîne est longue et importante et c'est un secteur qui aujourd'hui couvre une bonne partie de nos besoins en protéines d'origine animale. Donc c'est le défi majeur, produire plus, produire mieux et satisfaire la demande nationale. Plusieurs centaines d'agriculteurs sont en outre rassemblés pour des conférences et partage d'expériences pour en tirer profit au maximum de cette 4e édition. Eugène Yambal, à côté de tout ce qu'on vient de voir, donc, on observe quand même, on l'a largement relevé pour les pays européens, mais également la présence de la Chine sur notre marché qui est déjà, je vais dire étouffé, et pour lequel, évidemment, la satisfaction des besoins des Camerounais n'est pas toujours une certitude.
Quel est l'impact de cette présence, j'ai failli dire, de cette grande présence chinoise et autres sur nos économies, sur nos marchés? L'Afrique est le continent le plus ouvert au reste du monde. Comme le disait un économiste, qui contrôle l'Afrique contrôle le reste du monde. Absolument. Il y a une compétition depuis à peu près depuis la fin de la réduction de la dette, la montée de la Chine et tout ça. Il y a une grande compétition entre la Chine et l'Occident sur nos marchés. D'une part, vous avez les investissements occidentaux qui traditionnellement dominaient notre environnement et qui utilisaient également tous leurs bailleurs de fonds pour venir chez nous. Et depuis un moment, on a la Chine qui, elle vient avec des projets beaucoup plus concrets. Et elle ne nous juge pas sur des problèmes de gouvernance et autres. Mais pour que toutes ces interventions nous soient bénéfiques, il faudrait que nous ayons une feuille de route nous-mêmes, c'est-à-dire notre programme de développement. C'est ce que j'ai vu dans des pays comme les pays comme le Rwanda, comme l'Éthiopie et les autres. C'est-à-dire qu'au-delà des programmes qu'on fait avec le FMI et les autres, on a notre vision de développement. Et autour de ça, on essaie d'attirer, on dit les partenaires, pas de manière exclusive. Tout le monde. Oui. Voilà ce qu'on attend de vous. Oui. Voilà. Tout le monde, le marché est ouvert à tout le monde, qu'il s'agisse des Occidentaux, des Chinois et des autres. Et donc, qu'on ouvre, et la compétition est toujours à quelque chose de bon, c'est qu'elle permet de tirer le meilleur. Oui. Absolument. Oui. Alors, en même temps, est-ce que, peut-être pour revenir sur le premier développement, quand on parlait de privatisation, donc à un moment donné, penser que la renationalisation de ces entreprises pourrait être une piste ou alors une solution pour permettre au pouvoir public d'intervenir justement dans les secteurs qui en ont davantage besoin? Non, je pense que c'est une fausse idée de vouloir renationaliser les entreprises. L'État a un rôle beaucoup plus important que de gérer directement. Je n'exclus pas que lorsqu'il le faut, lorsqu'il y a urgence, que l'État puisse intervenir directement dans la gestion. Mais ce qu'on attend de notre État, un bon État, c'est un État stratège, c'est-à-dire qui fixe le cap de là où on veut aller pour créer les richesses et améliorer les conditions de vie de la population. C'est un État qui n'intervient pas systématiquement, mais qui définit le cadre. Qui définit le cadre. C'est un État régulateur aussi, qui contrôle si les règles du jeu sont respectées. Et le troisième niveau, c'est un État qui s'assure dans ses fonctions régaliennes, qui met à la disposition de la société les moyens, les ressources humaines, financières et toutes les autres ressources pour investir et faire avancer le pays. Lorsque je regarde de manière concrète, vous prenez la plupart de nos entreprises, le problème n'est pas de renationaliser. Quand vous voyez par exemple toutes les entreprises publiques, c'est plus il y a un problème de gouvernance. D'accord. Il y a un problème de gouvernance des entreprises. La problématique, c'est comment améliorer la gouvernance de ces entreprises. Le faux débat qu'on nous a imposé en disant mais si vous privatisez, les entreprises seront beaucoup plus performantes, alors que si ça relève de l'État, elles seront peu performantes. C'est faux, parce que lorsque vous regardez un pays comme Singapour s'est développé avec uniquement des entreprises publiques. Avec des entreprises publiques. Donc, on met un accent sur la gouvernance, la qualité de la gouvernance. Oui, sur la qualité de la gouvernance. Donc, sur nos entreprises publiques, si on veut améliorer leur performance, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que quand vous regardez l'ensemble du portefeuille de l'État, de nos entreprises publiques, on a quelques entreprises qui sont performantes et d'autres beaucoup moins.
beaucoup moins. Il faut s'assurer que qu'on mette en place des mesures pour améliorer la gestion de ces entreprises. Je prends des exemples. Tout ce qui est cadre de suivi de nos entreprises aujourd'hui, c'est un peu dispersé. Il faut reprendre un contrôle central. Une forme de ministère des grandes entreprises. Je parle à haute voix. Une meilleure gestion du portefeuille de l'État. Parce que j'ai vu, par exemple, vous avez des pays où les entreprises publiques, quand vous les prenez de manière globale, elles contribuent, elles donnent des bénéfices à l'État. Et on avait ce type de résultat ici avant. Il faut qu'on arrive à une situation où nos entreprises publiques puissent à nouveau contribuer à une meilleure performance financière, économique et financière de l'État. Donc, revoir le cadre avec un meilleur contrôle du portefeuille. 2, tout ce qui est le choix, le casting, le choix des hommes. Il faut les hommes qu'il faut pour gérer les entreprises et leur donner une mission claire et une autonomie de fonctionnement. De fonctionnement et s'assurer qu'ils ont une feuille de route que l'on puisse contrôler. D'accord. Et le troisième niveau, c'est renforcer tous les mécanismes de contrôle. Et je pense qu'on a de bonnes ressources humaines. Si l'État crée les conditions favorables et donne une autonomie et contrôle davantage, je pense qu'on peut avoir des résultats. D'accord. On va peut-être quitter des questions purement économiques pour aborder un autre volet, les questions sociales, avec cette rentrée scolaire qui a eu lieu cette semaine, lundi dernier, c'était le 25 avril. Mais davantage, ce mot d'ordre des enseignants du secondaire, OTS, on a trop souffert, c'est d'ailleurs le label qu'ils utilisent pour annoncer des moments de grève. À Douala, cette semaine, on a parcouru quelques établissements et on a pu observer ce qui s'y fait. Suivez plutôt. Comme ces deux élèves en civil, c'est à travers les grilles que nous avons pu un instant observer l'enceinte du lycée technique de Douala-Koumassi. Les caméras sont interdites ici. D'ailleurs, les élèves pour entrer doivent montrer patte blanche. Selon un élève approché dans la rue, les cours ne sont pas dispensés dans toutes les classes. Difficile pour ce dernier de donner le nombre qui observe le mot d'ordre de grève relancé ce 25 avril 2022. Il y avait eu une interruption, vous vous souvenez, on avait interrompu temporairement le mot d'ordre. Donc depuis ce matin, ça a été relancé. Parce que jusqu'ici, les autres revendications des syndicats ou des enseignants restent lettres mortes. L'État est dans un silence sourd, dans un silence méprisant. C'est la raison pour laquelle le mot d'ordre est relancé. Dans un communiqué rendu public le 22 avril dernier, 9 consignes doivent être observées par les enseignants, parmi lesquelles le boycott des épreuves pratiques de PS session 2022, le boycott également de l'Assemblée générale du début du 3e trimestre. Il y a les élèves évidemment, puisque c'était prévu que c'est la rentrée scolaire. Et puis il y avait aussi quelques enseignants ce matin. Bon, le mot d'ordre c'était 7h30, 8h. Je suis partie du lycée vers 8h. Acte de présence. Si le communiqué précise que l'opération École morte va du 25 au 29 avril 2022, celle-ci pourrait respecter plus ou moins ce délai. Tout sera fonction de la réaction du gouvernement. Bon, nous espérons que notre employeur va réagir rapidement pour qu'on permette, pour que les élèves puissent réviser les leçons, pour qu'on puisse travailler avec les élèves pour les examens officiels. C'est notre souhait. Le collectif OTS, entendez, on a trop supporté, dit avoir relancé cette grève suivant l'opération École morte, puisqu'au terme des 3 semaines de trêve, forte est de constater qu'ils, les enseignants, n'ont bénéficié que des hautes instructions insuffisantes et jamais appliquées. Oui, bien sûr. Voilà, nous sommes en pleine émission, évidemment. C'est face à l'actu qui se poursuit sur cet aspect, cette crise sociale qui couvre pour certains secteurs et même qui s'exprime déjà pour d'autres, comme celui des enseignants. Mais on sait également que dans le secteur de la santé, il y a des revendications qui
qui se font percevoir. Il y a de façon générale ce climat au sein de la fonction publique où on en demande certainement des meilleures conditions pour ce qui est des conditions de travail, des conditions de prise en charge. Et c'est d'autant plus pertinent et vrai que nous sommes en pleine célébration de la fête du travail. Eugène, vous, sur ces questions-là, ces interpellations sociales, dont les causes peuvent être économiques, ça aussi il faut le dire, quelle lecture, quelle appréciation, quel peut-être conseil, si on peut être modeste, pourrait-on donner au pouvoir public, aux décideurs, pour aborder ces problématiques? Merci beaucoup. Tout d'abord, je compatis avec tous mes compatriotes, tous les enseignants, et le personnel du corps médical et les autres qui revendiquent de meilleures conditions salariales, meilleures conditions de travail. Je sais qu'ils sont dans un environnement très difficile et ceci arrive dans un contexte où le Cameroun, de manière globale, se trouve également dans une situation économique difficile. C'est-à-dire, ces revendications arrivent à un moment où le pays a de fortes contraintes au niveau des finances publiques. Il n'y a pas assez de ressources. Mais cela étant dit, il faut qu'on essaie de voir quel type de solution on peut trouver de manière durable. Pérenne, absolument. Parce que dans toute société, il y a des secousses. Non seulement il y a des secousses, mais l'enseignement, la santé sont le socle du progrès économique et social. Et ce sont des secteurs qui sont très importants pour la constitution du capital humain qui permet au pays d'avancer. Ce sont des gens qui sont passionnés par leur travail, qui s'occupent de nos enfants, qui s'occupent de nous quand nous allons à l'hôpital. Je comprends leurs problèmes. Maintenant, pour revenir, avant de proposer des solutions, il faut analyser les causes de cette situation. Comme vous le savez, nous étions sous programme pendant 20 ans. Absolument. Des années 80, fin des années 80, vers 86-88, jusqu'en 2006, où le message qui nous était envoyé par les bailleurs de fonds, la Banque mondiale et le FMI, c'était de dire vous n'augmentez pas la masse salariale. Au niveau des fonctionnaires, vous n'augmentez pas le nombre de fonctionnaires et vous n'augmentez pas les salaires. Vous voyez, pendant 20 ans, donc on s'est retrouvé dans une situation où, comme je le disais tantôt, la population a augmenté de manière exponentielle. Il fallait scolariser les enfants, il fallait continuer à s'occuper des questions de santé. Alors on s'est retrouvé dans une situation où le personnel de ces corps, mais l'ensemble des fonctionnaires de manière générale, ont été clochardisés par 20 ans d'ajustement. Leur salaire n'augmentait pas. Et le gouvernement était obligé de continuer à faire face à ses besoins. C'est pourquoi on a développé, à côté de ces fonctionnaires mal payés, toute cette armée de contractuels. Absolument. De contractuels, parce que le gouvernement devait trouver des solutions pour continuer à gérer ces différents secteurs. Maintenant, on arrive au point d'achèvement. Jusque-là, je dis, c'est la responsabilité des bailleurs. Maintenant, on arrive au point d'achèvement. On a plus de... Le point d'achèvement, ça veut dire qu'on nous donne une réduction de la dette. Et on commence à regarder l'avenir de manière beaucoup plus positive. Et c'est à ce niveau, c'est à ce moment-là qu'il fallait revoir toute la problématique de la fonction publique qui avait été négligée par 20 ans d'ajustement. D'une forme de réforme. Oui. Il fallait reprendre complètement, repositionner l'État pour se dire, parce que l'ajustement a détruit complètement l'État dans nos pays. Il ne s'agit pas que de ces secteurs, dans tous les autres secteurs. Il fallait, étant donné qu'on se disait qu'on allait lancer un nouveau plan de développement, mais là-dedans, on devait se dire, mais quel type d'État on a besoin là-dedans aujourd'hui? Quel type de fonctionnaires reprojeter pour voir
on a besoin de quelle quantité de fonctionnaires dans les différents domaines pour être en cohérence avec notre plan de développement. Et en termes de financement, comment on peut assurer un financement durable. Et j'ai vu des pays où on a pris une partie des économies du point d'achèvement, comme en Côte d'Ivoire par exemple, pour augmenter les salaires des fonctionnaires qui avaient été bloqués. Augmenter le pouvoir d'achat oui. On a augmenté leur salaire. Lorsque je regarde ici, chez nous, aujourd'hui, la situation est extrêmement compliquée. Parce que le pays, le Cameroun est retourné dans les programmes avec le FMI. Lorsque vous regardez ces programmes, ils ne permettent pas d'adresser la problématique de salaire des fonctionnaires et dans ces secteurs en particulier. Il faut, au niveau des autorités, trouver des mécanismes de financement plus durable de ces différents secteurs. Qu'est-ce qu'on peut faire à ce niveau? Je pense qu'il faut faire des réformes pour identifier des économies. Il faut que l'État puisse se serrer la ceinture pour identifier, donc réduire le train de vie de l'État. J'ai vu, par exemple, des mesures récentes dans des pays comme la Côte d'Ivoire, réduire le train de vie de l'État et puis identifier dans la structure des finances publiques actuelles des endroits où on peut faire des économies pour faire face aux besoins du personnel dans ces secteurs. Mais pour que ce soit efficace, c'est vrai qu'il faut augmenter, mais il faut un dialogue pour avoir une démarche progressive. On ne peut pas régler tous les problèmes d'un coup, mais ce que je peux garantir, c'est qu'on a les moyens, d'identifier des économies qui permettent de résoudre certains de ces problèmes. Et au-delà de ce personnel, cela nous appelle à plusieurs choses. Un, repenser l'organisation, le rôle, l'organisation de la fonction publique. Et dans ces domaines en particulier, le seul problème, par exemple, dans la santé ou l'éducation, ce n'est pas uniquement augmenter les salaires du corps enseignant ou sanitaire. Ce sont des secteurs dans lesquels on a pris du retard. Lorsque je prends, par exemple, au niveau de la santé et de l'éducation, en fait, il faut recréer tout l'écosystème, c'est-à-dire donner des incitations salariales au personnel pour qu'elle travaille mieux, réorganiser le secteur, mais créer des conditions pour que le secteur soit plus performant avec des gens mieux payés. Je m'explique de manière simple. Vous prenez par exemple dans le domaine de la santé. On a une situation où vous avez le corps médical qui n'arrive pas à vivre de son salaire. De l'autre côté, vous avez une population qui n'arrive pas à se soigner. Donc, faire augmenter juste les salaires des médecins, ça ne suffira pas. Il faut remettre en place un écosystème qui permet d'améliorer la qualité des soins, c'est-à-dire tout ce qui est... on peut se fixer comme objectif de positionner le Cameroun comme un grand centre au niveau sanitaire ou de réduire les évacuations sanitaires. Donc refaire également le plateau technique, par exemple. Oui, donc on fait une réforme. L'écosystème, vous l'avez dit. Tout l'écosystème, c'est-à-dire le plateau technique, la formation, le partenariat public-privé, le rôle des hôpitaux publics, les mécanismes de financement, et puis mise en place d'un système d'assurance maladie minimum pour mettre en face l'offre de santé et la demande de santé. Parce que quand vous mettez les moyens en commun comme une espèce d'assurance, vous avez un peu plus de ressources pour faire fonctionner tout le monde. Et puis s'assurer que le Cameroun ne s'arrête pas qu'à Douala ou à Yaoundé. Au niveau territorial aussi s'assurer, donner des incitations pour que les gens puissent s'installer. Donc je disais, c'est tout l'écosystème. Si on ne fait que répondre aux besoins salariaux, ça ne va pas résoudre le fait que le Camerounais n'a pas accès à la santé.
Parce que le plus important là-dedans, c'est s'assurer que les Camerounais sont soignés dans de bonnes conditions et que le personnel est bien traité. D'accord. C'est à peu près le même type de démarche au niveau de l'enseignement, où je rappelle toujours que le Cameroun, pendant longtemps, était le centre intellectuel de l'Afrique francophone. Moi, quand je grandissais ici, les pays étrangers venaient solliciter nos professeurs ici. Les professeurs Twinjan, Gango, Meloné, beaucoup d'Africains, quand je voyage en Afrique, venaient se former au Cameroun. Et je pense que dans les réformes à mettre en œuvre, il faut non, pas tenir compte, il faut revenir à un niveau où on positionne notre pays comme le centre intellectuel de l'Afrique francophone, avec une réforme au niveau de l'enseignement supérieur et des grandes écoles, une réforme radicale. On doit retrouver la méritocratie. Au niveau des enseignements secondaires et tout ça, s'assurer que nos enfants sont bien formés et que il y a par exemple tout le domaine des métiers techniques qui est complètement négligé. Quand vous regardez aujourd'hui, vous cherchez des plombiers, des maçons et tout ça, on a des jeunes qui sont au chômage, donc il faut densifier les formations techniques et bon, s'occuper du primaire aussi. C'est dans ce cadre qu'on peut, si on augmente les salaires du personnel enseignant, on se met d'accord qu'on a une feuille de route et on les juge aussi par rapport à la performance. Absolument. Oui, voilà. Cette semaine était la dernière ligne droite pour le Ramadan. Vous le savez, ça va se célébrer dans les heures qui suivent. Nos reporters sont allés sur le terrain pour voir comment est-ce que les pratiquants se préparent à l'événement. The celebrations of the feast of the Ramadan is fast approaching. Muslim faithfuls are gradually moving towards the last challenging stage of the fasting period, which calls for total meditation, as explains Sheikh Mubarak. The last part of Ramadan, who's come after the special Ramadan, which is in this second part. The last part is the Ramadan, the excellent fasting. The excellent fasting, that means from 14th of Mayo until 23 Mayo, it will be the very excellent period because we are going to be separated with the moons of benediction. We are going to be in the separations with the good moons, which is the period that we have to assist orphans, giving donations, help poor people, and try to be very near to God spiritually. And it's the fasting we are calling the spirit fasting. This spirit fasting means that we should be ready to, when it's possible, to spend the night in the mosque, sleeping in the mosque, only to pray, read the Quran, and in the daytime be in fasting, practice, prayer, read Quran, and more prayer. These last days of the fasting period are more direct than the periods of the first 10 days and that of the next 10 days, as the Muslim faithfuls seek for more blessings from Allah, he says. From the stations of the simple believer to be in the spirit believer, then that we have to climb from down to the summit of spiritual life. Because from the 21, 23 or 25 and 27 and 29 nights of those days, or these days, we have to have a result of our practice. So we are spending this time to find this result, calling Laylatul Qadr. It means that destination, it means the time that we are finding to get something, to have a payment of God for what we have been doing during this month. Without this effort, you cannot have a good result. The apotheosis of this month of Ramadan
will be the feast of Ramadan, which is considered as the most important feast in the Islamic world that changes each year with regards to the Islamic calendar based on the lunar cycle. Voilà, donc cette célébration de la fête du Ramadan qui va intervenir dans les prochaines minutes. Le temps peut-être pour nous, Eugène Yambal, au moment où on se sépare, on met un thème à cette émission, de vous poser peut-être une question de sortie. On vient de faire un peu le tour de notre économie en termes d'état des lieux, de bilan d'objectifs, mais certainement de projection. À la fin de la journée, êtes-vous optimiste? Le Cameroun peut-il, du tic au tac, se relever à moyen, à court ou à long terme? C'est une question... On ne refera pas 90 minutes. Extrêmement difficile. Vous savez qu'une nation n'est jamais vaincue et elle a toujours la capacité de rebondir. Là, c'est le volet, ça c'est le côté philosophe. Prendre les choses du bon côté. Oui. Et vous avez vu ce que nos lions indomptables ont montré en Algérie. Absolument. Je pense que impossible n'est pas camerounais. Nous avons toutes les ressources nécessaires pour... Vous voyez, l'esprit... La volonté de gagner qui anime nos jeunes dans le football, dans le sport, c'est le même esprit qui anime les Camerounais dans les autres domaines. Et c'est par rapport à cet esprit qui a animé des gens comme nous pour essayer d'aller au sommet partout où on a été. Et lorsque je regarde tout ça, je reste optimiste par rapport à mon pays. Le Cameroun a une capacité à rebondir. Simplement, il y a des préalables. Il faut se donner les conditions pour rebondir et jouer à nouveau un rôle de premier plan en Afrique. Ce que je veux dire concrètement, nous devons retrouver une ambition nationale, claire, pour se dire que quand on regarde par exemple les autres pays en Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, l'Afrique de manière générale, on veut se positionner parmi les leaders et avoir une feuille de route par rapport à cela. La deuxième chose, le choix des hommes. Le choix des hommes. Il faut restaurer la médiocratie. Il faut encourager la médiocratie. La méritocratie dans notre pays. Il y a beaucoup de ressources. J'ai vu, il y a des gens de bonne volonté, des gens qui font du bon travail, même dans nos administrations, dans nos entreprises publiques, il y a des gens. Donc, il faut les encourager. Donc, le choix des hommes, le casting, c'est très important. Et le troisième point, il faut des mécanismes de contrôle. Vous savez que l'homme n'est pas parfait. L'homme n'est pas parfait. Si on met en place ces conditions, je suis optimiste que notre pays obtiendra des résultats. J'ai vu un pays comme le Rwanda qui après le génocide, j'ai vu le Rwanda qui est parti de rien. En moins de 10 ans, il est devenu ce qu'il est arrivé. J'ai vu par exemple des pays comme l'Éthiopie, où j'ai travaillé avec le Premier ministre Mélès. J'ai vu l'Éthiopie démarrer. Et nous aussi, on doit le faire. Mais je dis, il faut la volonté, il faut l'organisation, il faut la discipline. Il faut qu'on arrête, faut qu'on arrête d'improviser. Il faut qu'on arrête d'improviser. Nous avons quelque chose de formidable, c'est que quand le Camerounais a besoin d'arriver à des résultats, rien ne peut l'arrêter. Rien ne peut l'arrêter. Quand j'ai vu nos jeunes en Algérie, mais quand vous voyez ce potentiel, si on y ajoutait de l'organisation et la discipline, et surtout, je dis, le casting, le choix des hommes. C'est-à-dire, quand on vous choisit pour diriger une structure de l'État ou de n'importe quoi, vous devez savoir que c'est un privilège qui vous est donné. Il y a 27 millions de Camerounais. Lorsqu'on vous donne ce privilège, vous avez le devoir d'avoir... D'être exemplaire. D'avoir des résultats, de donner des résultats. Absolument. De donner des résultats. Et je pense que c'est possible. D'accord. Merci. Merci infiniment. Et je souhaite bonne fête du Ramadan. Absolument. Et puis bonne fête du travail à tous mes compatriotes.
et à tous mes amis dans toute l'Afrique et ailleurs. Merci encore de vous être arrêté dans ce studio, comme c'est d'ailleurs toujours le cas quand vous êtes dans nos murs au Cameroun. On l'a suffisamment dit, vous êtes un expert économiste, vous avez travaillé à la Banque mondiale, au Fonds monétaire international, à la Société financière internationale. Merci vraiment d'être venu pour édifier nos téléspectateurs là-dessus. Alors vous en avez parlé plus d'une fois, et je voudrais demander à Denis Siamen, on va conclure l'émission, mais derrière, avant le générique, vous allez certainement donner la réaction, ce vox pop de l'homme de la rue, au lendemain de la sortie du coach algérien Djamel Belmadi. Les Camerounais ne sont pas restés indifférents à cela. Bonsoir et à dimanche prochain, Vox Pop. Et puis générique. Le football se joue sur un terrain. Et par rapport à l'arbitre qui a dirigé ce match, Gassama, c'est un arbitre de renommée. Ce n'est pas pour rien qu'il a été appelé à pouvoir diriger cette grande rencontre entre le Cameroun, deux grandes gâchettes du football africain. Et il a été à la hauteur et vraiment il mérite des applaudissements pour Gassama déjà. Parce que si c'était nous, à notre tour qui était éliminé, nous-mêmes on devait aussi être dans des lamentations et le même critique. Donc pour dire tout, c'est de 0-0. Les parties sont égales. Le coach algérien mérite vraiment une lourde sanction par la FIFA. Il ne peut pas dire ce mot qu'on peut tuer un arbitre lors d'un match. Le match c'est le fair play. L'autre gagne, l'autre paye. Si c'est le Cameroun qui perdait, si le Cameroun se comportait ça aussi à Douala, est-ce qu'ils devaient rentrer chez eux? C'était vraiment mal, c'est un sale comportement. Ça ne se fait pas dans le football. Et ça s'est répété en Europe parce que c'est quand on fait Eto'o Ekambi en Europe, à Lyon. C'est un mauvais comportement. Ça m'étonne seulement que le football est devenu les rancules. Un Camerounais adressé au vestiaire. Il faut que Tofi mette vraiment la puce sur des actes-là. Il signale à la FIFA. Si ça se répète dans un autre pays, on sanctionne le pays même pendant 10 ans, 15 ans, il ne joue plus jamais au football. Djamel Belmadi, on peut, n'est-ce pas, fustiger cette façon de se comporter. Et vous voyez qu'il y a, n'est-ce pas, même des personnes qui sont allées jusqu'à agresser même le président de la fédération camerounaise lorsqu'on faisait le tirage au sort, aller même agresser notre coach Rigobert Song. Et ce sont des attitudes comme ça qui ne sont pas bien parce que quand on parle de football, c'est le fair play. Et puis, quand on parle de fair play, ça veut dire qu'il faut respecter, n'est-ce pas, la décision. Si peut-être l'arbitrage avait été mal fait, il fallait, n'est-ce pas, se rabattre du côté, peut-être, il y a des personnes qui sont mieux placées pour juger les arbitres. Il y a, n'est-ce pas, une commission qui est chargée, n'est-ce pas, de juger les arbitres. Et puis cette commission-là devait, n'est-ce pas, essayer de trancher et de dire si le match avait été mal géré par cet arbitre-là ou pas. Les Camerounais n'ont pas démérité leur victoire. Et l'Algérie vraiment ne nous attendait pas. Et maintenant, nous leur avons prouvé que nous sommes les vrais lions et qu'un lion ne dort jamais.